Bonjour, dans ce chapitre on parle d'espace euclidien. Donc on définit tout d'abord le produit scalaire à partir des formes bilinéaires symétriques que vous connaissez et des formes quadratiques. Donc c'est une généralisation du produit scalaire que vous connaissez des années précédentes. Et puis on parle d'orthogonalité et puis on enchaîne le reste du chapitre. Donc c'est quoi un produit scalaire? Ayant E comme un espace vectoriel sur R, un produit scalaire sur E est une forme bilinéaire symétrique définie positive. Donc on a phi, une forme bilinéaire symétrique. Si elle est définie positive, ça signifie que c'est un produit scalaire. Donc on peut dire que phi de xy, c'est le produit scalaire entre les deux éléments, les deux vecteurs x et y. Donc rappelez-vous du produit scalaire que vous connaissez dans R2, le produit scalaire de deux nombres. En fait, c'était une forme bilinéaire symétrique définie positive. Parce que le produit scalaire de deux vecteurs V1 et V2, c'est le même V2, V1. Donc il est symétrique. Il est bilinéaire parce que V1 plus V2 scalaire V3, c'était V1 V3 plus V2 V3. Et c'était aussi positif parce que V scalaire V, c'est positif. Et défini parce qu'on peut avoir V scalaire V, ce qui est la norme de V, égale à 0 sans que V soit égal à 0. Donc c'est bien une forme binaire symétrique définie positive. Donc on va noter le produit scalaire comme xy entre crochets, donc c'est ça la notation qu'on va utiliser le plus souvent, ou bien x.y au lieu de phi de xy. Mais à chaque fois, il faut se rappeler qu'il vérifie toutes les propriétés d'une forme bilinéaire symétrique définie positive. Donc propriété, on a tout d'abord xy égale yx, bien entendu parce que la forme est symétrique, la bilinéarité, la positivité et le fait qu'elle est définie. Remarque, le produit scalaire est une forme non dégénérée. Donc il faut que le kerr de cette forme soit égal à 0. Et le kerr de la forme bilinéaire, c'est tous les x qui vérifient phi de xy égale à 0 pour tout y. Donc si on prend x scalaire y, donc c'est phi de xy, n'est-ce pas, égale à 0 pour tout y, donc les x, ils n'ont pas le choix, ils doivent être 0. Donc le kerr de phi, si vous voulez, est égal à 0. Phi étant la forme bilinéaire symétrique associée à ce produit scalaire ici. Donc on prend des exemples. Déjà, si on prend des vecteurs dans Rn, x et y, qui s'écrivent comme combinaison de la base canonique, évidemment, de Rn. Donc le produit scalaire, si on définit le produit xy, ou bien cette forme bilinéaire si vous voulez, comme étant la somme des produits des composantes 2 à 2, quoi. Donc on a x1, y1, x2, y2, x3, y3, etc. Donc c'est un produit scalaire. On peut vérifier facilement les 4 propriétés du produit scalaire. Il est symétrique, défini, positif, bilinéaire, etc. Donc si on prend E comme l'espace des fonctions continues qui vont de AB dans Rn, et donc on prend comme étant un espace vectoriel, et on prend sur E2 la forme phi de fg, ou bien produit scalaire de fg, comme étant l'intégrale de a à b de f fois g. Donc c'est un produit scalaire également. Il est symétrique. Intégrale de fg, c'est l'intégrale de gf. Il est bilinéaire à cause de la linéarité de l'intégrale. Il est défini, il est positif déjà, parce que produit scalaire de ff, c'est l'intégrale de f carré, donc ça va être positif. Et l'intégrale de ff égale à 0 signifie que l'intégrale de f carré égale 0. Donc l'intégrale d'une fonction continue positive égale à 0 signifie que la fonction elle est nulle. Maintenant, ayant un espace vectoriel E sur lequel on définit un certain produit scalaire, si on a un espace où on a pu définir un produit scalaire, cet espace est un espace euclidien. Donc un espace euclidien, c'est tout espace vectoriel sur R, évidemment, de dimension finie où on a défini un produit scalaire. Et dans la suite, alors E sera toujours un espace euclidien et on va noter la norme de x comme étant la racine de x scalaire x. Donc c'est la racine de q de x. Vous voyez, donc q de x ici, ça signifie, ou bien ça représente la norme de x au carré.
Donc phi de xy, c'est le produit scalaire. Q de x, c'est la norme au carré. Maintenant, on va donner une suite de propriétés et de formules sans démonstration, parce que les démonstrations ont été déjà faites pour les formes bilinéaires symétriques. Donc là, on est juste en train de représenter ces formules et ces relations dans le cadre d'un produit scalaire. Donc on a déjà l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Vous vous rappelez de l'inégalité, c'était phi carré inférieur à q de x, q de y. Un truc dans le genre. Donc on a ça. On a le produit scalaire au carré inférieur ou égal à norme de x au carré fois norme de y au carré. L'inégalité de Minkowski. X plus y en norme inférieure à la norme de x plus norme de y. Donc q de x plus y si vous voulez. Ou bien la racine de q de x plus y inférieure à la racine de q de x plus la racine de q de y. Donc ceci est la norme euclidienne. Donc on va noter l'application qui à tout x fait correspondre la norme de x comme la norme euclidienne associée au produit scalaire. Parce que si on change de produit scalaire, on va changer de norme. Donc la norme, elle est associée au produit scalaire. Dès qu'on change la définition du produit scalaire, la norme sera différente. Donc la norme euclidienne est associée à un produit scalaire dans un espace euclidien. Et puisqu'on a une norme, on va définir une distance. Donc la norme, c'est quelque chose qui représente la grandeur de l'objet, la grandeur du vecteur. Maintenant, on définit la distance, qui est la norme de la différence entre deux vecteurs. Donc, c'est quelque chose qui définit la distance entre deux vecteurs. Ok? Donc, on définit la distance entre deux vecteurs x, y comme étant la norme de la différence x moins y, et on l'appelle la distance euclidienne. Et en fait, la distance, c'est une notion topologique très importante, parce que la distance me permet de définir un certain espacement entre les éléments, ce qui permet de définir plus tard la notion de limite et tout l'analyse. Parce que quand je parle de distance, ça veut dire que si je veux parler de limite, je veux parler de distance. À quoi sert de dire x tend vers y ou bien x tend vers x0 si je ne sais pas c'est quoi la distance entre x et x0. Donc quand je dis que je tends vers quelque chose, ça veut dire que c'est la distance qui tend vers 0. Donc du coup, si on parle un peu de topologie, la distance, si la distance change, donc la notion de limite va changer. Vous voyez, parce que la notion de s'approcher de quelque chose va changer. Voilà, donc dans notre cadre ici, on est dans un espace euclidien où la distance elle est définie à partir d'un produit scalaire. Donc la distance maintenant, c'est la norme de la différence entre x moins y. Évidemment, x moins y, c'est un vecteur. Donc on peut définir la norme de ce vecteur. Et alors, on continue, on peut démontrer les propriétés suivantes, qui ont déjà été démontrées pour les formes bilinéaires. Donc si on prend la deuxième par exemple, on a q de x plus y égale q de x plus q de y plus 2 fois phi de xy. Ou bien, par exemple, la quatrième, on a q de x plus q de x plus y plus q de x moins y. C'est 2 fois q de x plus q de y. Donc tout ça, on l'a déjà démontré dans le chapitre précédent, ou bien celui immédiatement de ce qu'on a fait dans le chapitre précédent. Par conséquent, évidemment, on peut avoir les deux formules qui lient la forme polaire à la forme quadratique. Donc, phi de xy égale 1 demi q de x plus y moins q de x moins q de y, et phi de xy égale 1 quart q de x plus y au carré moins q de x plus y tout court moins q de x moins y. Donc voilà pour la définition du produit scalaire et d'une norme. Maintenant, on va parler d'orthogonalité. Donc déjà, on définit quelques notions. Si x appartient à E ayant une norme égale 1, on dit que c'est un vecteur unité. Déjà. Ensuite, si on a x et y dans E, avec le produit scalaire de x, y égale à 0, on dit alors que x est orthogonal à y, ou bien x et y sont orthogonaux. Si A est une partie de E, on va noter l'orthogonale de A, la partie qui contient les x de E, qui sont orthogonaux à tous les éléments de A. Donc il faut que x scalaire A soit égal à 0. Donc toutes ces notions, on les connaît. Et maintenant, on est en train de les redéfinir
dans le contexte d'un espace euclidien avec un produit scalaire qui est la forme bilinéaire symétrique. On dit qu'une famille de vecteurs xi est orthogonale si le produit scalaire de n'importe quel xi, xj est égal à 0. Il y a une virgule ici. Voilà. Une famille de vecteurs est orthonormale si elle est orthogonale et si elle est formée de vecteurs unités. Donc elle est orthogonale et tous les vecteurs, ils ont une norme égale à 1. Et on peut démontrer également, comme dans le chapitre précédent aussi, que si A est une partie de E, alors l'orthogonale de A est un sous-espace vectoriel. Si A est une partie de E, alors l'orthogonale de A est l'orthogonale de vect A. Donc par exemple, l'orthogonale de I dans R2 par exemple, ou bien dans R3, c'est l'orthogonale de tout de l'ensemble qui contient tous les AI, quel que soit A un réel. Donc ça c'est la même chose. Ensuite, si on a deux parties, A inclus dans B, donc l'orthogonale de B est inclus dans l'orthogonale de A. Ensuite, on a A interorthogonale de A est inclus dans 0, donc c'est soit vide, soit 0. L'orthogonale de 0 c'est E et l'orthogonale de E c'est 0. Bien, c'est l'ensemble qui contient l'élément 0. Si F et G sont deux espaces vectoriels de E, alors l'orthogonale de F c'est F. Et l'orthogonale de F plus G c'est l'orthogonale de F inter l'orthogonale de G. Et l'orthogonale de F plus l'orthogonale de G c'est l'orthogonale de F inter G. Donc, de nouveau, je passe très rapidement parce que tout ça, on l'a déjà discuté dans le chapitre précédent. Maintenant, pour aller plus loin, on peut démontrer que si on a une famille orthogonale de cardinal P inférieur à n, n étant la dimension de l'espace, donc si on a une famille orthogonale de cardinal inférieur à la dimension, alors elle est linéairement indépendante. Donc il suffit, évidemment, il faut que le vecteur soit non nul. Il suffit de démontrer que cette famille elle est orthogonale pour qu'elle soit linéairement indépendante. En fait, si on prend la somme des lambda i xi, i allant de 1 à p égale à 0, et on souhaite démontrer que ce sont les lambda i qui deviennent 0 pour que la famille soit libre. Donc si on a ça, alors on peut faire un produit entre ceci et xk, pour tout k dans 1p. Donc on prend la somme des lambda i xi, scalaire, n'importe quel élément de la famille. D'accord? Donc ça va donner quoi? Ça va donner toujours 0 évidemment, mais d'autre part, ça va donner somme des lambda i xi xk. Parce que lambda i, on peut la mettre à l'extérieur parce que la forme, elle est bilinéaire. Donc, ce produit, il est égal à 0 pour tout i, sauf quand i est égal à k. Du coup, quand i est égal à k, ça va donner le produit scalaire de k xk fois xk, ce qui va donner la norme de xk au carré. Donc, ayant ceci égal à 0, évidemment, les vecteurs sont non nuls. Donc, xk, la norme de xk n'est pas égale à 0, donc c'est le lambda k qui est égal à 0. Et on répète la démonstration pour tous les cas. Donc on va avoir que tous les lambda k sont égales à 0. Donc la famille elle est linéairement indépendante. Donc toute famille orthonormale de cardinal P est aussi linéairement indépendante parce que orthonormale est orthogonale. Le truc additionnel c'est que la norme elle est égale à 1. On peut aussi maintenant donner le théorème de Pythagore qui s'écrit comme si x est orthogonal à y, alors la norme de x plus y au carré égale la norme de x au carré plus la norme de y au carré. Et ceci est un résultat immédiat de la relation entre la forme polaire et la forme quadratique. Il faut la réécrire et remplacer le produit de xy ou bien phi de xy par 0. Et on a une généralisation de ce théorème aussi qui dit que si on a xi une famille orthogonale, donc la somme de xi en norme au carré, elle est égale à la somme des normes de xi au carré. Et on peut démontrer que la réciproque n'est pas vraie quand P est supérieur ou égal à 3. Donc on peut avoir la relation sans que la famille soit orthogonale. Maintenant, en fait, la question qui se pose, est-ce qu'on peut toujours construire une famille orthogonale linéairement indépendante, donc du coup, ensuite une base, dans n'importe quel espace? En fait, on a le théorème suivant qui dit que si on a EI, I allant de 1 jusqu'à P, faites attention, donc la dimension de E peut être égale à n, mais I allant de 1 jusqu'à P, donc on a un nombre d'éléments inférieur à la dimension de l'espace. Donc, ça peut être inférieur, ça peut être égal, mais ça peut aussi être inférieur. Donc, si on a une famille linéairement indépendante de E, alors il existe une famille VI
I allant également de 1 à P, tel que la famille est une famille orthogonale de vecteurs non nuls, donc elle est linéairement indépendante d'après le théorème précédent. Et ensuite, pour tout cas de 1 à P, on a le vecte de V1 à Vk égale le vecte de E1 à Ek. Donc, en se basant sur une famille de vecteurs indépendants, disons E1, E2, E3, on va pouvoir construire, même si elle n'était pas orthogonale, on va pouvoir construire une nouvelle famille de vecteurs indépendants ayant le même nombre. Donc si on a trois éléments dans la première famille, on a 3 éléments dans la nouvelle famille, telle que cette nouvelle famille, elle est orthogonale. Du coup, évidemment, elle peut être orthonormale parce qu'on peut normaliser les vecteurs. Et aussi, E1, vecte de E1, c'est vecte de V1, vecte de E1, E2, c'est vecte de V1, V2, et vecte de E1, E2, E3, c'est vecte de E1, E2, E3. Donc on a cette propriété, et il faut regarder ici maintenant à la démonstration. Ce qui est intéressant, ce n'est pas la démonstration, mais c'est la manière de construire cette base. Parce que elle nous permettra dans des exercices maintenant de construire des bases qui sont orthogonales. Donc on va démontrer ceci par récurrence. On commence déjà par si P égale à 1. Si P égale 1, évidemment, on peut prendre le premier élément de la nouvelle base V1 égale à E1 et on a terminé. Donc c'est une famille qui est orthogonale parce que V1 c'est un seul élément. Donc ensuite, si on prend K un nombre entre 2 et P-1, et si on possède déjà une famille V1, Vk, donc on a déjà 2 éléments par exemple, qui satisfait les propriétés, une famille qui satisfait les propriétés 1 et 2, alors on va construire un nouveau vecteur, Vk plus 1, comme étant Ek plus 1, donc V3 égale à E3, moins la somme I allant de 1 à K des produits scalaires de ce Ek plus 1 par tous les vecteurs qu'on a déjà construits, donc Ek plus 1 fois V1, Ek plus 1 fois V2, et chaque fois divisé par la norme de VI au carré fois VI. Donc si on construit le nouveau vecteur de cette manière à chaque fois, donc on part de V1, on construit V2, et puis en se basant sur V1, V2, on va construire V3, etc. On va démontrer que cette construction, elle vérifie les propriétés qu'on cherche. Et en fait, quel que soit J allant de 1 à K, on a Vk plus 1 scalaire Vj égale Ek plus 1 scalaire Vj moins la somme des Ek plus 1 Vi sur Vi carré en norme Vi scalaire Vj. Mais ces Vi scalaire Vj, si toute cette famille elle est orthogonale, alors ces Vi scalaire Vj sont égales à 0, sauf quand I est égal à J, ça va donner la norme de Vi au carré. Donc cette norme de Vi au carré va être annulée ou bien simplifiée avec la norme de Vi au carré en bas. Donc ça va nous laisser avec Ek plus 1 scalaire Vj. Et donc Ek plus 1 scalaire Vj moins Ek plus 1 scalaire Vj, ça va donner 0. Et donc ce moyen de construire cette base, ou bien ces éléments, fait que tous ces éléments sont orthogonaux. Donc si on commence par un premier élément, on va construire le second qui est orthogonal avec le premier. Ensuite le troisième qui est orthogonal avec les 2 premiers, et ainsi de suite. Alors, V1, Vk plus 1 est une famille orthogonale. Maintenant, si Vk plus 1 est égal à 0, alors Ek plus 1, évidemment, appartient à vecte de V1, Vk, d'après la relation qui existe entre ces éléments. Du coup, avec vecte E1 jusqu'à Ek, parce que vecte V1, Vk égale vecte E1, Ek, d'après l'hypothèse de récurrence. Mais c'est en contradiction avec le fait que les EI sont linéairement indépendants. Donc c'est impossible. Donc le Vk plus 1 est un vecteur qui est non nul. Donc finalement, l'expression de Vk plus 1 et le fait que vecte V1 jusqu'à Vk égale vecte E1 Ek implique que vecte V1, Vk plus 1 égale vecte E1 Ek plus 1 et ainsi de suite. Donc ce que vous devez savoir de cette démonstration, c'est la formule qui est là. C'est la manière dont on construit la base, parce qu'on va l'utiliser pour construire des bases orthogonales à partir d'un certain nombre d'éléments linéairement indépendants, ou bien une base qui est linéairement indépendante, évidemment, mais pas nécessairement orthogonale.
Maintenant, on peut démontrer que toute famille orthonormale de E, de cardinal P inférieur ou égal à 1, peut être complétée pour former une base orthonormale. En fait, si on a une famille orthonormale, ça veut dire qu'elle est linéairement indépendante. Donc, on peut la compléter pour avoir déjà une base de E. C'est le théorème de la complétude de la base. Ensuite, ayant une base de E, on peut utiliser le procédé du théorème précédent qu'on appelle alors le procédé de Gram-Schmidt. On peut utiliser ce procédé pour construire une famille qui est orthogonale, qui a le même nombre d'éléments comme la base complétée. Donc, on a une nouvelle base parce qu'elle est orthogonale, elle est libre et elle est en nombre égal à la dimension. Donc, elle est orthogonale et elle est une base. Donc, il suffit de normaliser les vecteurs, on les divise par leur norme pour avoir une base orthonormale. Et aussi, tout espace euclidien maintenant possède au moins une base orthonormale. Parce que si on prend dans cet espace euclidien un seul élément, en se basant sur cet élément, on peut construire, le compléter pour avoir une base et puis construire une base qui est orthogonale et ensuite orthonormale avec le procédé de Gram-Schmidt. Maintenant, l'existence d'une base orthonormale nous permet d'écrire les éléments comme combinaison de cette base orthonormale. Donc, si on prend x un élément de E, donc x s'écrit comme étant somme des xi, ei. Du coup, si on prend cette somme et on fait le produit scalaire entre cette somme et un élément ek, un autre élément de la base, ça va donner quoi? Ça va donner tous les produits sont égaux à 0 sauf quand i égale à k. Et donc, ça va donner ces produits ei, ek qui sont égales à 0 sauf quand i égale à k. Et quand i égale à k, c'est égal à la norme de ek au carré, mais la norme de ek égale à 1 parce que la base est orthonormale, donc ça va donner xk. Du coup, on peut dire facilement que les composantes du vecteur x dans la base orthonormale ei ne sont autres que les produits scalaires de x par ei. Et donc, on peut faire aussi une représentation matricielle pour ceci. On peut écrire que x est égal à la somme i allant de 1 de xi, ei et y également. Et donc, si on note grand X, la matrice de X dans la base B, et grand Y, la matrice de Y dans la base B, alors le produit scalaire XY, ce n'est autre que la transposée de X, Y, ou bien la transposée de YX, qui est la somme des XI, YI. Et en particulier, la norme de X au carré, c'est T de XX, c'est somme des XI carré. Ensuite, si F est un élément de L de E, et A, la matrice de F dans la base B, alors F de XY, par exemple, dans ce cas, c'est égal à la transposée de AX, parce que AX, c'est F de X, donc c'est la transposée de X transposée de A fois Y. Maintenant, pour terminer ce paragraphe, on va parler du supplément orthogonal. Donc, en fait, si F est un sous-espace vectoriel de E, alors l'orthogonal de F est le supplément de F. Et on l'appelle supplément orthogonal. Donc, E peut s'écrire comme une somme directe entre F et l'orthogonal de F. Et du coup, évidemment, on a la dimension de F orthogonale égale dimension de E moins dimension de F. Pour démontrer ceci, donc soit E est un espace vectoriel euclidien, F est aussi un espace vectoriel euclidien parce que c'est un sous-espace de E où on peut définir le même produit scalaire. Donc soit E1, EP une base de F, donc on considère qu'il est de dimension P. On complète cette base en une base orthonormale, donc on peut compléter la base et utiliser le procédé de Gram-Schmidt pour que cette base soit orthogonale et ensuite on la normalise pour avoir une base orthonormale. Donc alors, E s'écrit comme la somme directe entre vect E1 EP et vect EP plus 1 EN. Et ça c'est facile parce que on peut démontrer facilement que si E1 EN est une famille orthonormale, même libre, ça suffit, alors ces deux vects forment une somme directe pour couvrir tout E. Et donc vect E1 EP ce n'est autre que F, et vect EP plus 1 jusqu'à N, on va l'appeler G. Et on va montrer que G c'est F orthogonal. Donc c'est pas difficile parce que la famille elle est orthogonale. Donc si on prend X égale à la somme des XI, EI, I allant de 1 à N comme étant dans F orthogonal, donc X appartient à l'orthogonale de E1 à EP. Parce que la propriété qui dit que l'orthogonale de vect A égale l'orthogonale de A. Donc X c'est la somme I allant de P plus 1 à N de XI, EI. Parce que les composantes de X suivant les éléments E1, EP, c'est X scalaire
E1, E2, E3 jusqu'à EP. Donc, ce sont des zéros parce que X appartient à l'orthogonale de cette famille. Donc, du coup, X appartient à l'orthogonale de F et est équivalent à X appartient à vectre de EP plus 1 jusqu'à En qui est égal à G. Donc, on a l'égalité. Par conséquent, on a la dimension de l'orthogonale de F qui est égale à la dimension de E moins la dimension de F. On a l'orthogonale de F qui sera égale à F. Car, déjà, on a F est inclus dans l'orthogonale de F. Et la dimension de l'orthogonale, c'est la dimension de E moins la dimension de l'orthogonale qui est égale à la dimension de E moins la dimension de E moins la dimension de F. Donc, c'est égal à la dimension de F. Du coup, on a F égale à l'orthogonale de F.